cette rencontre avec Michel Quin est extraordinaire pour la première raison. Michel Quin est un grand auteur que vous connaissez sans doute et qui publie, après on parlait de livres tous les 3 ans. Or tout le monde le sait, mais je le redis, il a publié Effroyable Jardin qui a ensuite été adapté au cinéma. Et en arrivant ce matin, on m'a dit cet après-midi, tu présentes Michel Quin? Oui, oui, c'était pas Monique. Et tu présentes Misérable, le livre. Je dis comment? Ben, tu présentes Misérable. Et je dis le problème, c'est que je ne l'ai pas lu. Moi, je l'ai lu. Donc, je suis confronté pour la première fois de mon existence, et j'espère pour la dernière, à commenter un livre, à parler d'un livre que je n'ai pas lu. C'est quand même assez drôle, non? Mais cela dit, heureusement, il l'a lu. Hein? Oui, je peux en parler. Il l'a lu, il a écrit. Mais j'ai quand même... parce que j'ai bossé... on va commencer. C'est l'avant-dernier. Hein, ouais. L'avant-dernier, le dernier. Mais j'ai l'impression. Plusieurs questions. Si vous voulez poser des questions, allez-y. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Hein. Moi, j'essaie de lancer, et puis Michel rebondit, c'est son propos qui a plus d'importance que tout ce que je peux raconter. Ça se passe dans le Nord. Vous avez déjà lu des ouvrages de Michel Quin? Effroyable Jardin. Effroyable Jardin. Bon. Moi, j'ai lu un tout petit peu de Misérable. J'ai lu Un hiver avec le diable. Je commençais par ça, je dis il y a une patte. Il y a une patte. Vraiment, il y a une patte. Si on fait un blind test, comme on dit en français, j'ai l'impression que je reconnaîtrai son style. Bon, on en reparle tout à l'heure. Un hiver avec le diable, ça se passe, on va y consacrer 10 minutes, et puis ensuite on parlera de Misérable. Hein, j'amortis mon investissement, quoi. On est. Non, ça va. 53, 8 ans après la guerre, donc c'est pas bien loin. Ça se passe à Lille. Il y a un petit escroc qui s'appelle Robert Duvinage, c'est un nom de nom. C'est un nom du Nord. C'est un nom du Nord. Et puis c'est un gars qui essaie de se croquer et il rentre il fait les maternités. C'est un tout petit escroc. Hein. Oh oui, c'est pas. Mais il essaie de faire gober aux jeunes femmes venant d'accoucher qu'elles allaient, moyennant concourir au concours du plus beau bébé et qu'elles se feraient gratifier si elles gagnent le cadeau. Bon, c'est une arnaque authentique. C'est vrai? Oui. Arnaque pratiquée par Raymond Dupuis qui dirige actuellement un centre culturel du côté de la Savoie. Et dans ses années de dèche, il faisait ça. Et ça marchait? Ça marchait plus ou moins, ouais. Mais c'est un homme, Raymond, un homme très rond et qui a un rire plus que communicatif. Et ce qui fait qu'il suffisait de rire et les jeunes accouchés qui l'escroquaient étaient immédiatement séduits, non pas par son physique, mais par son rire. Et j'ai l'impression que le Duvinage n'est pas un rieur. Duvinage, lui, c'est pas un rieur. Mais il est meurtri. Oui, mais c'est un escroc sérieux, quoi, quand même. C'est un escroc sérieux. Ouais. Mais il va se faire niquer. Ouais. Forcément, pour le roman, il rencontre une Hortense, jeune femme d'origine alsacienne, installée dans le nord, non loin de Lille, dans un petit village qui s'appelle Erquigny, village créé par vous-même. Qui n'existe pas, qui est entre Comines et Warneton. Comines et Warneton, ça existe, hein, c'est sur la frontière belge, au nord de l'île. Elle a un bébé et, je vous passe les détails, il se passe comme s'il y avait un fluide qui fonctionnait entre deux. Et Vlatipoc, notre Robert, il propose à notre Hortense de la ramener à Erquigny, là où elle est institutrice. Parce qu'il y a une tempête de neige. Hein, c'est une tempête de neige, il sort d'attraction. Voilà, on ne sait pas d'où elle vient, on le saura plus tard. Ouais. Et puis je ne vais pas vous le dire, évidemment. Et Vlatipoc, il ramène la Hortense chez elle. Et là, je vais très vite, il s'installe dans le village, il accepte sur la demande d'Hortense de passer pour le papa du petit Roland. Ouais. Et puis là, nous allons rencontrer une galerie de personnages absolument formidables. Mais, et ça sera l'histoire ainsi posée, peu de temps après, très peu de temps après, tout se passe en janvier, hein. Oui, à peine sur 15 jours, 3 semaines. Un incendie va détruire complètement une ferme, et dans cet incendie vont mourir le papa, la maman et 2 enfants. Évidemment, il y a un journalier qui travaille là-dedans, qui est un chômeur qui s'occupe... Oui, qui est un ex-résistant aussi, qui est un... Ouais, mais justement, j'ai une question à ce sujet-là, parce que, disons que pendant pas mal de temps, dans le bouquin, sous le regard
du boucher, du patron du bistrot, du pharmacien, du garagiste maire communiste qui a un fils qui revient d'Indochine, le maire, le fils aîné qui est parti là-bas. Il a une femme amoureuse du curé. Oui, ça, on ne sait pas tout de suite. Non, je vais te dire plutôt. Ouais. Bon. Alors vous ne le répétez pas. Mais tout ce petit monde, c'est un microcosme. Et qui grouille, grenouille, on ne sait pas qui sont qui, on sait pas, c'est gris, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il n'y a pas des bons, des méchants. Mais n'empêche que celui qui est le journalier, celui qui bosse dans la ferme incendiée, qui revient de Dachau. Et moi j'ai trouvé singulier, alors je ne sais pas si c'est une piste voulue par l'auteur, mais j'ai trouvé singulier que le suspect, celui que beaucoup de gens du village regardent comme le suspect, soit peut-être celui qui est le plus courageux, qui était le plus courageux dans la vie antérieure. Et oui, mais c'est ça, là je suis très près de la réalité. Contrairement à ce qu'on croit, au retour de la guerre, les résistants n'ont pas forcément été bien accueillis à leur retour de captivité. Ils étaient un peu gênants parce qu'ils réclamaient en quelque sorte, même s'ils ne réclamaient pas vraiment, on sentait bien qu'on leur devait quelque chose et que, en particulier, les membres du réseau Voix du Nord, quand ils sont rentrés de captivité, y compris l'un des deux fondateurs de la Voix du Nord et des 65, l'un des rédacteurs des 65 exemplaires sortis pendant l'occupation, cet homme-là, il s'est fait complètement déposséder de tout droit à la Voix du Nord. Et les attendus du premier jugement sont extraordinaires, parce que c'est un de ses anciens compagnons de réseau qui l'a dépossédé, et donc il dépose plainte, et le juge dit « Mais attendez, est-ce que vous l'avez vendu en kiosque, la Voix du Nord ?» Et lui, il dit, Natalis dit « Non, forcément, c'est un journal clandestin, on ne peut pas le vendre en kiosque. » Et le juge dit « Oui, mais le propriétaire actuel, lui, l'a vendu en kiosque. Donc c'est lui qui est propriétaire du titre. Au revoir, messieurs, dames. Les veuves de guerre des résistants n'ont pas eu droit, comme c'était prévu à l'origine, à la reversion des bénéfices de vente du journal à partir de 1945. Bon, voilà. Donc il y a toute une frange des résistants à leur retour de captivité, qui ont été mis à côté parce qu'ils avaient droit à des choses et parce qu'ils réclamaient aussi une certaine dignité, une certaine reconnaissance. Et donc c'est pour ça aussi que mon journalier là, il fait partie de ces gens-là. Il y a un résistant qui s'est battu toute sa vie pour faire reconnaître le droit aux oubliés de la résistance, le droit à la reconnaissance. C'est un monsieur qui est allé trouver un cheminot d'ailleurs, qui est allé trouver un cheminot pas comme aujourd'hui, un cheminot qui a vraiment fait la résistance lui. Et il est allé trouver André Diligent. André Diligent, c'était le maire de Roubaix à l'époque. Et il était avocat. Et André Diligent s'est battu jusqu'en 93, c'est pas si vieux, pour faire reconnaître le droit à des parts de la Voix du Nord, donc grand quotidien régional, pour les anciens résistants et pour les veuves de résistants. Le nom d'André Diligent, sénateur maire de Roubaix, n'a jamais été écrit dans la Voix du Nord, parce qu'il se battait justement pour les anciens résistants, mis sur la touche. Pas pour ceux qui avaient pris le contrôle de la Voix du Nord. Donc il y a deux clans de résistants. Et la seule fois où le nom d'André Diligent a été écrit dans la Voix du Nord, c'est quand Jean-Marie Duhamel, rédacteur en chef, a fait la chronique de mon livre dans la Voix du Nord. C'est la seule fois. Alors, c'est intéressant de parler d'homme politique parce qu'il y a aussi un sujet qui traverse ce roman, c'est qu'au même moment où se déroulent les faits dans ce village d'Erquigny, la ferme incendiée, la recherche du coupable, etc., des histoires de contrebande, plein de choses. Au même moment, il se passe un truc très important, un événement très important, c'est que c'est le procès d'Oradour-sur-Glane. C'est le procès d'Oradour-sur-Glane qui se déroule au mois de janvier. Pour mémoire, chacun le sait, le massacre des habitants d'Oradour-sur-Glane a été fait par des nazis, mais, vous vous souvenez,
notre Alsacienne qui a fait un bébé, qui est dans le Nord, etc. Eh bien, parmi les accusés figurent des malgré nous, Oui, il y en a 13. 13 malgré nous, dont quelques volontaires. Ah oui, donc quelques volontaires, quelques malgré nous, vraiment malgré nous. Et d'autres volontaires. Et il y a pardon, Oui, oui. je te laisse la parole tout de suite. Et il y a un sujet, moi, qui m'a estomaqué, c'est que il y a un débat qui divise les Français entre faut-il les considérer tous pareils, c'est-à-dire tous les SS qu'on tuait à Radoux sont des assassins, doivent être jugés de la même façon. Responsabilité collective. Responsabilité collective. Ou faut-il dissocier des cas individuels et notamment considérer que les malgré nous n'étaient pas tout à fait des volontaires et responsables. Et il y a une loi qui est votée pendant le roman. C'est la loi Violette. C'est la loi Violette. Et c'est la première fois que ça existe. Je crois qu'une loi soit votée pendant un procès et s'applique à l'issue du procès. Immédiatement. Elle s'applique dans la journée même. Et alors, ils sont à la fin du procès qui se passe à Bordeaux. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont venus de leur plein gré, ils sont venus en train. Ils sont condamnés à de la prison et ils sont amnistiés. Ce qui veut dire, c'est pas un non-lieu, ce qui veut dire qu'ils sont considérés comme coupables. Et là, vraiment, la France est déchirée. Toute la gauche, PC, qui est très très important à l'époque, et PS, sont pour une responsabilité collective en disant non, de toute façon, ils ont tiré comme les Allemands, les Alsaciens, ils ont flingué, donc c'est à mettre dans le même sac. Et la droite Pontin, la droite gaullienne, qui dit non, non, et toute l'Alsace, évidemment, dit non, non, c'est pas du tout la même chose. Il faut juger au cas par cas. Et ça déchire la France. On s'en souvient très peu. Enfin, moi, j'avais 4 ans à l'époque, donc j'ai du mal à vraiment m'en souvenir. Mais j'ai jamais entendu parler quelqu'un de ce procès de Bordeaux qui préfigure bizarrement le procès Papon qui a eu lieu au même endroit. Vous savez que j'ignorais complètement l'existence de cette loi et la façon dont effectivement elle a été. Et c'est, comment s'appelle-t-il, cet homme politique qui André Dijon. André Dijon, oui. Oui. Je crois qu'il y avait aussi un type qui a pris partie du... Flimelin. Oui. Le père de Raymond Flimelin qui a été PDG de France Télévisions il y a très peu de temps. Ouais. Ça, c'est un sujet important. Alors, vous voyez, la grande histoire est là, et dans ce petit village d'Erquigny, on a une espèce de microcosme, de reflet de cette grande histoire. Il y a l'écho. Il y a l'écho. Et le monde d'Erquigny nous suffit pour capter le monde tout autour de nous, la guerre de Corée, etc., etc., etc. Et c'est absolument passionnant. Je veux rajouter une chose, c'est que, bien sûr, l'histoire progresse, et le talent de Michel, c'est qu'il y a un suspense. Va-t-on découvrir... Et bien évidemment, comme tout bon écrivain qui se respecte, il faut aller à la dernière page. Ce qui me semble tout à fait normal avec une scène dans une église absolument extraordinaire. Je voudrais juste parler des femmes du roman. Odette. Odette, formidable. Odette, la patronne du... Comment il s'appelle le bistrot déjà? Le cheval volant. Le cheval volant. Ce sont des personnages... Il écrit des personnages désespérés. Magnifiquement désespéré, magnifiquement paumé. Odette, c'est une cocotte. Oui, c'est une fausse cocotte, une fausse femme libérée. Formidable. Et la coiffeuse? La coiffeuse, c'est autre chose. La coiffeuse, elle a passé, elle a vécu. Elle fait partie de ces femmes, je ne vais pas tout déflorer, qui ont été soit tondues, soit qui ont failli être tondues, qui ont en tout cas la réputation d'avoir fait de la collaboration horizontale, comme on disait. Bon. Il y en a qui sont très bien tirés avec la collaboration horizontale. Vous avez dans le début du roman les personnages côté pile, on va dire ça comme ça, et à un moment donné, à un degré moindre, plus important pour les uns ou pour les autres, ils passent côté face, en vert à vert. Gris, blanc. Robert, il n'est pas non plus. Robert, il est pas net. Il n'est pas tout blanc. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Oui, parce qu'au début, c'est un petit escroc, sérieux, mais un petit escroc. Et à la fin, très bien. Il a ses raisons. Vous travaillez. Comment vous bossez un bouquin comme ça? Vous documentez vachement? Là, il y a une documentation importante aux archives départementales. Oui, là, j'ai dépouillé pas mal de canards de l'époque.
puis, bon, ils me connaissent un peu aux archives départementales. Alors, je suis incapable de dire vraiment ce que j'ai dépouillé. Enfin, les canards, oui, la Voix du Nord, etc. Mais sinon, ils me disent sur quoi vous travaillez. Alors, j'explique. Et ils me disent, oh là, bougez pas. Ils vont me chercher les trucs, ils me les donnent. Donc, c'est très pratique, quoi. Les agents des archives départementales m'aident considérablement et ils sont très compétents. Et j'ai l'impression que chaque fois que j'en parle à des écrivains qui pratiquent la même chose dans d'autres départements, j'ai l'impression que c'est une corporation de gens sérieux, honnêtes et compétents. Voilà, des fois ça existe. Alors, tout à l'heure, tout du moins au début, je parlais du style de Michel Quint reconnaissable, à mon avis, parmi beaucoup. Et je me suis dit, mais mon petit ami, puisque parfois je réfléchis, surtout le samedi vers 15h, et ça tombe bien, c'est aujourd'hui, j'ai une idée. Je vais réussir à passer de ce livre-là à ce livre-là. Oui. Comment vais-je faire? Je sais pas. La surprise, c'est que je vais vous lire. On l'a répété, hein, ça. Une seule fois. Je vais vous lire le début. Et vous allez voir, parce que je me suis dit, c'est pas la peine que je lise plus, j'ai tout Michel, là, tout. Bon. Oh, c'est- Ouais. c'est- Mais là, je dirais après Oui. je dirais mes sources. Là. Après, Parce oui. que là, j'ai des sources. Non, mais après, c'est pour ça que je ne vais pas changer. Ouais, On a 10 minutes pour parler du livre que j'ai Super, relu. super. Comme ça, je vais me mettre là et je vais écouter. Ouais. Allez, je vous lis, j'essaie de bien le lire. Hein. C'est un petit peu long, mais je crois qu'il faut tremper dans Michel Quint. Dans la nuit rugueuse et les odeurs de rouille, le ferry Herald of Free Enterprise s'élance de Zeebrugge vers la haute mer, avec la gueule ouverte d'un nageur de brasse papillon. Comme s'il voulait prendre sa respiration une bonne fois. À cause du froid, pas rigolo, de pas grand-chose à voir, ou de faim ou soif, les passagers ont quitté les autos, les camions arrimés en bas ont gagné directement les ponts supérieurs, au chaud. Pas Wilfried de Kaiser. Il a embarqué à pied, sans bagage. Il veut pleurer tout son sus à Léonard en allée avant d'aller finir de civrogner hors taxe, sans avoir l'air broyeux. Il reste pour l'instant sur le pont vers l'étrave à l'aplomb de la passerelle du commandement, sanglots romantiques et tout bazar suicidaire de l'amant abandonné, à regarder les lumières de Zeebrugge et de Stone basculer, s'éloigner pendant la manœuvre, marche arrière et puis en avant toute. Costaud dans son blouson cuir, pleine fleurs et ses sandiacs de... Non, Oui, quelques éléments. Pour quelques éléments. Ça, c'est le prologue. Le prologue, c'est effectivement le naufrage du Herald of Free Enterprise, qui est un naufrage complètement absurde, puisque le commandant de ce ferry, qui ne devait pas démarrer de Zeebrugge, qui devait démarrer de Calais, mais il y a une campagne de promotion, on fait la traversée pour 1 livre. Et donc, on déroute un ferry de Calais où les quais sont hauts, à Zeebrugge où les quais sont bas. Donc il faut déjà mettre de l'eau dans les ballasts pour abaisser le ferry, qui est déjà donc très à ras. Une fois là, on embarque les passagers pleins, évidemment, puisque c'est pas cher. Et puis, on fait la manœuvre. Et normalement, le commandant a un truc à lui, pour savoir s'il peut faire la manœuvre, il va dans la coursive voir si le marin qui est chargé de la fermeture des portes est dans sa cabine. S'il est dans sa cabine, c'est qu'il a fait le boulot. Et il laisse ses chaussures à l'extérieur. Là, il passe, il ne voit pas les chaussures, il dit bon, il est en train de le faire. Or, ce matelot, c'est son anniversaire, il s'est un peu batté la gueule, il est rentré dormir avec ses godasses. Et donc, il n'a pas fermé les portes. Et le commandant attend juste un peu, il dit bon, ben, maintenant ça doit y être, hop, demi-tour et allons-y. Et l'eau s'engouffre, et évidemment, le Herald of Free Enterprise coule, et ça fait 195 morts, un truc comme ça. Et alors, l'histoire voilà, et l'histoire peut commencer après ce prologue. Là, les sources, c'est l'envoyé d'RTL, qui a un ami qui a couvert l'opération. Donc, tout ce que je dis, enfin, j'ai évidemment mis mes personnages là-dedans, mais le processus est complètement authentique. Alors, tout part sur l'histoire de la loi Eckert. La loi Eckert, c'est la loi qui oblige les compagnies d'assurance vie à rechercher le bénéficiaire d'un contrat et non plus à faire comme si on ne le trouvait pas comme avant. Donc, ils ont engagé des généalogistes, des détectives, des enquêteurs pour faire ces recherches. Ou ils ont engagé en créant un département, ou ils louent les services d'enquêteurs privés.
là, c'est une compagnie qui ouvre son département avec un ex-flic, un ex-commissaire, Laurent Leprêtre, qui n'en pouvait plus d'être commissaire parce qu'il a l'impression de la fascination du mal. Il se disait, à force de voir des voyous, des assassins, à force de voir du sang, des cadavres, des trucs, ça finit par être beau. Hein. C'est Mouzic qui disait ça. Mouzic disait qu'il avait honte dans les camps de concentration, dans le camp de concentration où il avait été interné, les cadavres qui étaient Zardin-Ordnung, il trouvait ça graphiquement très beau. Et il avait honte de ça. Laurent Leprêtre, il a peur de trouver un cadavre d'enfant beau. Donc, il se dit, j'ai été au contact du mal, essayons d'être au contact du bien, d'arriver, de trouver un monsieur, une dame, une vieille dame, un vieux monsieur, avec un gros chèque. Voilà, de faire le bonheur. Et il a son premier dossier. Un certain Freddy Delersneider, 20 ans, a disparu en juin 81, donc 2 mois après, enfin en plein état de grâce, 2 mois après l'élection d'un certain François Mitterrand. Et il bénéficiait d'un énorme contrat sur la vie, qui avait été souscrit par une certaine Henriette Benson, qui est morte quelques jours après avoir souscrit le contrat. C'est un peu curieux, et tout se passe à Calais. Alors, en interviewant une ancienne voisine, il a un début d'enquête. Il sait que Freddy, le soir de l'élection de Mitterrand, il a participé à la fête au centre de Lille, et il a rencontré 7 jeunes gens, mais pas des comme lui, pas des pauvres, pas des miteux. Lui, il est plein d'ambition, il a envie de réussir, il a envie d'argent, et il rencontre des héritiers, des golden boys de la belle société lilloise. Et ils lui font envie, ils disent, c'est ça que je veux devenir. Mais en même temps, il a une certaine distance. Et il veut les éblouir. Comme il va passer ses vacances, comme là, à partir de tout de suite, il va garder une maison de maître à Calais, au bord du lac d'Ardres. Il leur dit, bah moi aussi je suis riche, moi aussi j'ai un château.